BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, aux alentours de 16h30, les meilleurs experts crypto de France, et donc du monde, parce qu'ils sont français les meilleurs du monde, nous rejoignent au cœur de ce club BFM Crypto. Ils sont là. Grégory Raymond, bonjour Grégory. Bonjour, en toute modestie. Oui, c'est toujours très modeste. Cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, on est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi. Et il nous accompagne aussi pour la première fois Laurent Auvion, directeur innovation de DLPK. Bonjour. Bonjour Guillaume, très humble représentant également. L'écosystème crypto qui mise, c'est vrai sur les ETF et pourquoi pas celui de BlackRock pour accélérer l'adoption du Bitcoin. Et vous nous direz si les conseillers en gestion de patrimoine que vous côtoyez, les spécialistes de l'épargne que vous côtoyez, recommencent à s'intéresser aux cryptos. On en parlera dans un instant. D'abord, Grégory, on va parler des cryptos sales. Non, des pratiques sales dans les cryptos, plutôt. Le rapport de Chainalysis sur la criminalité dans les cryptos, ça y est sorti. Criminalité au premier semestre, ça donne quoi ? Je vous apporte des bonnes nouvelles, ça a beaucoup baissé. Au premier semestre, il y a 65% en moins de transactions illicites qui se sont déroulées dans le monde. Et je parle en valeur, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 milliards de dollars de crypto qui ont été dérobés ou qui ont fait l'objet de piratage. Donc sur le premier semestre, donc c'est plutôt intéressant. Quand même, il faut tempérer cette information-là. Comme vous le savez tous, on est en bear market, donc le marché baissier. Donc les gens sont un peu moins intéressés par les cryptos. Donc forcément, les pièges fonctionnent peut-être un peu moins. Juste un petit mot sur Chainalysis qui a fourni ce rapport, ce rapport semestriel qui est sorti hier. Donc c'est une start-up américaine qui est un peu une des stars dans l'analyse des transactions sur la blockchain. Souvent, c'est les États, c'est les services de police qui font appel à cette start-up donc pour remonter à l'origine des transactions. Donc ils sont très bien placés pour savoir qui fait des choses illicites sur la blockchain ou non. Oui, et donc de moins en moins, en tout cas un peu moins de criminalité autour des cryptos au premier semestre 2023. On va quand même rentrer dans le détail. Quelles sont les techniques les plus utilisées par les criminels ? Alors, c'est incontestablement ce qu'on appelle un scam. Un scam, en gros, c'est un faux projet, si vous voulez, où on nous incite à placer des cryptos en échange de rendements mirobolants. On en rencontre un peu partout, sur les réseaux sociaux notamment, donc il faut faire très très attention. Mais en gros, c'est les projets qui sont un peu trop beaux pour être vrais, et c'est ça qui truste la plupart des pièges. Il y a aussi les ransomware, donc les rançongiciels. C'est lorsque des pirates bloquent votre ordinateur et vous demandent une rançon pour le débloquer. Souvent, c'est en crypto. Donc ça, c'est la deuxième. Et par contre, c'est le petit point noir de ce rapport. Si tous les actes illicites ont baissé, un seul a progressé au premier semestre, c'est donc ces rançongiciels. Ah oui. Ouais, et en fait, ça s'explique selon Chainalysis d'une seule manière, c'est que c'est souvent des armées de hackers russes qui sont derrière. Et ces derniers, en 2022, ils étaient un peu occupés à faire autre chose. Donc, ils étaient plutôt focalisés sur de l'espionnage. Et là, ils reviennent à la routine, aux bases œuvres, donc des motivations financières. Et c'est pour ça que les ransomware, eux, montent en 2023. Alors, vous l'avez dit, il y a un grand rôle des Russes. Quel est le profil des criminels ? Donc, il y a des Russes, beaucoup. C'est vraiment les principaux. Mais on peut aussi citer le groupe Lazarus, qui est un groupe affilié au régime nord-coréen. Eux, c'est vraiment les plus importants. Sur l'année 2022, on attribue à peu près 2 milliards de dollars donc, qui ont été captés par ce groupe, dont en fait, on ignore beaucoup de choses. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas officiellement si le gouvernement nord-coréen est derrière. Mais bon, toutes les sources... en tout cas d'intelligence, tous les services de renseignement font le lien sans problème. Bon, voilà, le profil des criminels, sympathique. Et le profil des victimes, en l'occurrence, est-ce qu'on le connaît ? Ah bien oui, on en a beaucoup autour de nous. Souvent, c'est ceux qui sont sensibles à ce qu'on appelle le FOMO, la peur de manquer des opportunités. On nous présente un placement qui va bientôt s'arrêter, vite, ce sont les dernières places. Et on tombe souvent dans le piège. Donc il y a beaucoup de novices qui tombent dans ces pièges-là, mais il y a aussi ce qu'on appelle les dégènes, les fameux crypto-dégénérés, on appelle ça. Les crypto-dégénérés ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils inventent des concepts en permanence dans cet écosystème. Mais si vous voulez, ce sont des gens qui sont très impliqués dans la finance décentralisée et qui n'hésitent pas à
prendre des paris extrêmement risqués, donc d'où le terme un peu dégénéré. C'est-à-dire, en gros, c'est l'opposition par rapport à l'investisseur responsable. Hein. Mais donc, ces gens-là qui sont très impliqués se font aussi avoir. Il y a des scams tout le temps qui se passent sur la finance décentralisée. Donc, en fait, voilà, si vous voulez, personne n'est à l'abri, quoi. Comment est-ce qu'on peut se protéger du coup? Quels sont les conseils qu'on peut apporter aujourd'hui? D'autant plus si les cryptos venaient à réaccélérer à la hausse, ça va attirer peut-être un peu plus de néophytes. Eh bien, ça peut paraître simple, hein, mais tournez-vous vers des acteurs de confiance, des acteurs régulés, dont vous connaissez le nom, où il y a des professionnels derrière. En gros, tout simplement, s'il y a un problème, des gens que vous pouvez appeler. Et si jamais il y a un problème, portez plainte contre eux. Parce qu'en fait, quand ça se passe dans le cyberespace, quand on ne sait pas exactement qui sont derrière ces projets, après, pour se retourner, c'est un peu difficile. Donc voilà, utilisez des plateformes régulées, si possible, donc enregistrées auprès de l'AMF. C'est très simple, vous tapez PSAN, donc pour prestataire de services sur actifs numériques, dans Google, vous tombez sur le site de l'AMF, il y a toute la liste. Si le projet ou l'entreprise qui vous vend des cryptos n'y est pas, bon voilà, si vous ne connaissez pas trop le secteur, je vous encourage à passer votre chemin. Même s'il y a une super opportunité qu'on vous vend, l'investissement responsable, c'est toujours mieux. C'est ça qui est difficile pour les cryptos, parce que un rendement, une promesse de rendement dingue, dans les cryptos, c'est assez courant. Et parfois, c'est des trucs plutôt sérieux. Enfin, en stacking, on peut avoir des rendements quand même super intéressants, beaucoup plus que sur le fonds euro, on va dire, pour prendre un schéma caricatural. Oui. Donc, c'est compliqué de bien placer la frontière de ce qui est excessif dans les promesses qui nous arrivent et ce qui ne l'est pas. Disons que dès qu'on vous propose un rendement par rapport à un investissement supérieur à 10% annuel, souvent, faut se méfier. Sur le staking, c'est vrai qu'il y a des rendements intéressants, mais sur Ethereum, aujourd'hui, quand on stake donc ces Ethers dans le protocole pour le protéger, on est rémunéré autour de 4% par an. Donc, c'est pas non plus mirobolant. Laurent, on va parler évidemment ensemble de la démocratisation, mais qu'est-ce que ça vous inspire tout ça quand vous entendez parler quand même d'une criminalité qui baisse autour des cryptos mais qui reste présente, et on imagine que si le Bitcoin et les cryptos remontent dans les prochains mois, les prochains trimestres, peut-être que de nouveaux néophytes arriveront et se feront avoir à leur tour? C'est effectivement le grand risque. Alors il y a plusieurs choses dans ce que vient de brillamment exposé Grégory. La première, c'est qu'effectivement ça baisse. Par contre, le profil des victimes est toujours un peu le même. C'est-à-dire des gens qui entendent parler de la crypto dans leur entourage, qui ont des amis ou des proches qui ont fait des multiples assez intéressants et qui se disent pourquoi pas moi, et qui vont assez facilement tomber sous l'arnaque d'un WhatsApp, d'un message sur Twitter, etc., et qui vont se faire hacker, scammer. Donc il faut effectivement être extrêmement prudent. Nous, on a des exemples de conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont appelés, de clients qui avaient investi 50, 80 000, parfois 100 000 euros sur base d'un message WhatsApp qui les invitait à investir de l'argent et qui ont perdu évidemment toutes les sommes qui ont été investies. Donc il faut rester extrêmement prudent. La bonne nouvelle, je le détaillerai après, c'est que 1, ça baisse, et 2, la lisibilité du secteur régulé est quand même de plus en plus forte, et aujourd'hui se tourner vers un acteur régulé par les autorités françaises, que ce soit l'AMF ou la CPR, et européenne, la liste est quand même beaucoup plus accessible, et la communication autour de cette liste est aussi de plus en plus importante, et vous en faites la brillante démonstration toutes les semaines. Alors, Laurent a raison de préciser de dire qu'on est brillant. Ah non, oui, non, ça c'est vrai. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Hein, on est très modeste. C'est la journée de la modestie. Vous étiez au courant. Mais il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Souvent, en fait, ça vient des réseaux sociaux. Donc, des boucles WhatsApp dans lesquelles on atterrit, les boucles Telegram. On ne sait pas qui y a derrière. On vous promet des super rendements. Faites très attention. C'est souvent la faille vient des réseaux. Et on pourra dire que la démocratisation des cryptos sera vraiment en marche quand les cryptos feront partie, pour les épargnants, d'une allocation globale normale. On n'en est pas encore là, peut-être en prend-on le chemin, mais c'est vrai que c'est un peu le Graal pour les cryptos, cette quête de l'impossible. Enfin, vous allez nous dire dans un instant si c'est vraiment impossible, s'il est possible ou impossible d'imaginer les cryptos devenir un actif normal pour les épargnants, intégrer une allocation globale normale. Et je vais vous poser cette question à vous, Laurent, parce que vous êtes particulièrement bien placé pour nous apporter un avis éclairé. Vous êtes à cheval entre ce monde crypto et le monde plus large de l'épargne et de l'investissement. Alors, effectivement, nous, le groupe DLPK et au travers son entité Norcia, on travaille avec un peu plus de 2500 CGP aujourd'hui. Donc, faut dire DLPK. J'ai dit DLPK. DLPK. Ah oui. Non, DLPK. C'est très juste. Donc, on connaît bien ce monde-là, et nous avons une conviction très forte sur le fait qu'à un horizon 3 ans, 5 ans, 8 ans, les cryptos au sens actif numérique, alors quand on dit les cryptos, il y a plusieurs composantes, on y reviendra, feront partie intégrante de l'allocation de la gestion de patrimoine. Alors pour certains clients, ce sera
quelques pourcentages du patrimoine global. Pour d'autres, plus jeunes ou plus riscophiles, des montants un petit peu plus importants. Mais nous portons cette conviction que dans un horizon pas si lointain, les actifs numériques au sens large feront partie de l'allocation patrimoine des CGP proposés à leurs clients finaux. Alors, vous êtes en contact avec eux, les conseillers en gestion de patrimoine, par qui ça va passer également, parce que pour que la démocratisation se fasse, il faudra que les cryptos parviennent à convaincre ceux qui ont de l'argent et qui ont souvent donc aussi à leur côté des conseillers qui les accompagnent, des conseillers en gestion de patrimoine. Leur rôle sera donc important. Est-ce que ce qui s'est passé en 2022, les scandales de 2022, ont enterré l'intérêt des CGP pour l'écosystème crypto ? Alors, ponctuellement, oui, on va pas se mentir, les affaires successives, Terra Luna, Genesis puis FTX, en l'espace de 6 mois, nous sommes passés d'un réel intérêt des CGP, une volonté de faire et de trouver des solutions, trouver des produits régulés, encadrés par l'AMF, à un rejet absolument total. Et c'est vrai aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients finaux. C'est-à-dire que les CGP sont venus au produit parce que les clients finaux poussaient. Soit des jeunes clients, soit des clients un peu plus âgés, mais qui étaient eux-mêmes poussés par les enfants, les petits-enfants. Enfin, ça, vous connaissez le schéma. Donc, ils s'étaient intéressés par ça, mais on sentait qu'il y avait quand même un sous-jacent de qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends pas bien. Et à la première occasion, si je peux m'en détourner, je m'en détournerai. Alors là, les occasions étaient plus que belles en 2022. Donc oui, il y a eu une chute de l'intérêt de la part des conseillers en gestion de patrimoine. Et au-delà de la chute de l'intérêt, vraiment un rejet de se dire, mais ce truc-là, c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Il n'y a pas suffisamment de confiance, il n'y a pas suffisamment d'encadrement. Donc non, je ne peux pas me permettre de le conseiller à un client. Ce qui peut se comprendre du point de vue d'un conseiller en gestion de patrimoine, parce que quand vous confiez vos sommes, y compris à des entités régulées en France, et puis que vous vous retrouvez avec 10, 15 ou 20% de moins parce que ça a été perdu sur un marché, c'est difficilement tenable pour un conseiller en gestion de patrimoine. Dieu merci, depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. D'abord, le marché s'est quand même bien assaini du point de vue des actifs. MiCA est passé par là, la réglementation, et ça fait beaucoup de bien en termes de lisibilité, et ça a mis vraiment à nouveau le coup de projecteur sur l'avance de la France, qui est quand même sur le moteur et locomotive du sujet depuis 2019, et la réglementation MiCA est un quasi copier-coller de la réglementation de la loi Pacte de 2019, donc il y a un réel intérêt pour les CGP de s'y intéresser, et puis ce qui était un petit peu gênant, c'est qu'on a senti une pause du côté de l'AMF sur la délivrance des enregistrements MSAN. Ça reprend, ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours un vrai intérêt et une vraie opportunité, une crédibilité pour l'enregistrement MSAN, même si nous attendons avec une impatience non feinte les premiers acteurs agréés PSAN qui auront une visibilité encore plus forte pour les conseillers en gestion de patrimoine. Le niveau supérieur peut-être de garantie de sécurité, ce sera pour quand d'ailleurs les premiers agréments ou l'obligation d'obtenir un agrément, Grégory ? C'est 2025. 2025, c'est bientôt. 2025. En fait, il faut le temps que ça se traduise dans les lois nationales et tout. Mais après, là, une entreprise pourrait tout à fait demander l'agrément aujourd'hui. Bon, vu que c'est pas obligatoire jusqu'au 1er janvier 2025, personne n'a trop envie de se presser, quoi. Mais là, par contre, l'enregistrement renforcé qui est obligatoire depuis le 1er juillet, là, par contre, on est quand même déjà sur quelque chose qui ressemble à un agrément. Il y a plein de nouvelles contraintes. Et ça devrait contribuer à continuer de rassurer les conseillers en gestion de patrimoine, les épargnants, les clients des CGP. Le fait que BlackRock aussi s'intéresse désormais au Bitcoin et veuille créer un ETF Bitcoin, le fait que le patron de BlackRock lui-même nous dise le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Est-ce que vous pensez que pour les CGP, ça va faire l'effet d'un déclencheur également et pour leurs clients aussi ? Ça y contribue. Il y aura pas un déclencheur, mais vous avez successivement la banque de Lubac qui est devenue PSAN, la Société Générale, KCIS qui est également devenue. Donc KCIS, c'est l'entité dépositaire où les fonds de l'ensemble des caisses sont déposés, notamment les fonds internationaux sur les différents marchés. Donc ça démontre un réel intérêt. Donc quand le platon de BlackRock, alors, surtout qu'il n'avait pas toujours été très tendre avec Bitcoin, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et merci à lui d'avoir changé d'avis. Quand le patron de BlackRock tient ce genre de discours, évidemment que ça apporte de l'eau au moulin et que ça légitime et que ça rassure sur l'environnement à la fois de Bitcoin et des actifs numériques pour des acteurs un peu plus traditionnels et qui aiment bien rester dans un milieu connu et
qu'il maîtrise effectivement. On est en train de parler de toutes ces passerelles par lesquelles la démocratisation des cryptos devra passer pour qu'elle se fasse, pour qu'elle avance réellement. Parmi ces passerelles importantes, les conseillers en gestion de patrimoine, donc. Sauf que les CGP sont souvent membres de chambres qui les dépassent. Est-ce que les chambres, les conseillers en gestion de patrimoine, sont elles-mêmes converties aux cryptos? Est-ce qu'elles y comprennent quelque chose? En tout cas, au moins, est-ce qu'elles s'y intéressent, les chambres? Alors, elles s'y intéressent de plus en plus et avec de plus en plus d'acuité. Vous avez des personnes, que ce soit à la CNCGP ou à l'ANACOFI, qui portent véritablement ces sujets et qui ont compris que leurs membres, les conseillers en gestion de patrimoine, devaient à minima se former et s'informer sur le sujet parce qu'ils ne pouvaient plus rester muets. C'est-à-dire que de plus en plus, et on l'a vu dans la dernière étude Adan, sur les 18-35, la croissance sur le taux d'adoption l'année dernière est quand même assez forte dans un marché qui est quand même pas, qui incite pas les nouveaux entrants à investir fortement. Et donc ça veut dire qu'en l'espace de 2-3 ans, on peut se retrouver avec une classe une tranche d'âge 18-35 avec plus de 50 voire 60% de détenteurs d'actifs numériques. Donc on peut plus, du côté des conseillers en gestion de patrimoine, passer à côté du sujet. Donc les chambres, oui, sont en train de mettre en place des formations, des informations à destination de l'ensemble de leurs membres. Le premier pas étant de dire, forgez-vous une opinion. Vous ne pouvez plus dire, oh là là, surtout pas, il faut pas y aller. Essayez de forger un argumentaire et de se dire, ok, il ne faut pas y aller pour telle et telle raison. Un CGP a le droit de dire, je veux pas faire d'immobilier, je veux pas faire de produits structurés, je ne veux pas faire de crypto. Mais il faut les arguments. Il faut un minimum d'arguments pour convaincre ses clients et être crédible vis-à-vis d'eux. Il ne faut plus dire, cachez ce sein que je ne saurais voir. Non, ça marche plus, ça. Ça marche plus parce que le risque, c'est qu'on aille regarder les seins chez quelqu'un d'autre. Mais, Tiens, justement, par quel biais les conseillers en gestion de patrimoine s'intéressent-ils aux cryptos? Évidemment, donc vous le disiez, leurs clients, surtout jeunes, commencent à pousser pour justement savoir quel poids donner aux cryptos dans une allocation globale. Est-ce qu'il y a que la question du rendement qui intéresse ou il y a d'autres biais par lesquels les cryptos suscitent l'intérêt? Il y a d'autres biais. Alors, je vais mettre de côté, parce que c'est brillamment démontré, là encore, par Louis-Alexandre de Frassard quand il vient, les CGP qui ont en totale maîtrise du sujet, qui permettent à leurs clients de faire de la self-custody ou des choses comme ça. La majeure partie des CGP sont pas du tout au fait de ces sujets-là. Et l'appréhension pour nous, il y a trois grands domaines. Le premier, c'est le secteur technologique. On parle souvent du secteur technologique, on parlait des biotechnologies, des médias, des télécoms, de l'espace, de l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez un secteur technologique, blockchain, Web3, NFT, qui est en train d'émerger, qui est en train de se mettre en place. Et vous avez des OPCVM sectoriels chez des acteurs comme des fonds, chez des acteurs comme Rothschild, comme Financière Abervel, comme BNY, Melanion, AXA, qui sont disponibles. Et ces produits-là, c'est très simple. Dans un compte titre, dans certains contrats d'assurance vie, vous pouvez souscrire à ces produits-là et vous exposer sectoriellement à la montée en puissance de ces acteurs. D'accord. Ça, c'est la première approche. Et le Web3 n'est qu'une des composantes. N'est qu'une des composantes. Les fonds tech. Voilà. Oui, ce sont des fonds tech. Alors certains sont investis dans les géants de la tech, mais pas que. Vous avez des acteurs aux États-Unis, des sociétés de minage, par exemple, de Bitcoin, sur lesquelles vous pouvez investir au travers de ces fonds. Mais il y a des fonds purs Web3 aussi. Vous citiez Melanion, il y a Tobam, le fonds d'AXA, qui sont effectivement très investis dans ces. Tobam est 100% Bitcoin, il me semble. Tobam, le fonds principal est plutôt, va répliquer la performance la performance de Bitcoin. Il va plutôt se rapprocher d'un ETF ou d'un ETP sur ces sujets-là. Ensuite, vous avez la technologie sous-jacente à tout ce qui est en train de se passer. La blockchain, la notion de consensus, les NFT, tout ce qui est en train d'arriver. Et là, vous avez certains CGP et certains de leurs clients qui parient sur les licornes de demain. Et là, c'est plutôt le private equity qui va être intéressant. Alors, private equity, c'est pas accessible à tous les investisseurs parce qu'en général, les tickets d'entrée sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, pardon. Mais ça reste important. Et puis, le dernier aspect, c'est effectivement l'investissement dans les actifs numériques avec la possibilité soit de le faire en détention directe, soit de passer par des ETF ou par ce qu'on appelle de la gestion sous mandat, des acteurs qui maîtrisent parfaitement et qui connaissent depuis plusieurs années l'évolution des marchés et qui vont, au-delà de gérer l'argent des clients et de le faire fructifier, garantir aussi la pérennité et la conservation des fonds confiés par les clients. Donc il y a plusieurs portes d'entrée pour les conseillers gestion de patrimoine. Il y a plusieurs portes d'entrée pour les clients. C'est intéressant. Et du coup, la question qui tue. Quand vous êtes prêts ? Grégory est spectateur en première loge. Attention, chacun attache sa ceinture. Quand les cryptos feront-elles partie d'une allocation globale normale pour n'importe quel épargnant? Quand chaque épargnant se dira-t-il avoir des cryptos dans mon portefeuille, c'est parfaitement normal, ne pas en avoir, c'est anormal?
Vous parlez de tous les épargnants, quels qu'ils soient. tous les, L'adoption les de Français, masse, les Français. je vous donne rendez-vous dans 3 à 5 ans, pas avant. C'est peu, 3 à 5 ans, c'est dans pas longtemps, dites donc. Ah oui, dans 3 à 5 ans, n'importe quel Français, ma mère, qui nous écoute pas, mais ma mère, parce qu'elle écoute pas beaucoup BFM Bourse, ma mère. J'essaie d'y inciter, mais c'est pas son truc. Mais est-ce que, pour ma mère, vous pensez que les cryptos, ce sera un actif normal dans 3 à 5 ans? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans 3 à 5 ans, les assureurs auront dans leur actif général, sur les contrats d'assurance vie et donc sur les fonds en euros, des actifs numériques et des cryptos. Et donc indirectement, vous aurez la détention de ces éléments-là. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un de nos paris aussi, même si il n'est pas gagné tout de suite. Votre maman, ils ont 3 à 5 ans, je suis assez content. Votre maman, Grégory, vous avez réussi à la convaincre de détenir des cryptos ou toujours pas? oui. Ah bon? Et oui, mon père aussi. Non, toute la famille est convertie. Je dévoilerai pas l'étendue des portefeuilles, mais oui. Ils vous en veulent? C'est pas toujours facile, mais ils me font confiance. Eh oui, rien ne sert d'avoir raison, il faut avoir raison au bon moment. Ça, c'est une maxime aussi sur les marchés. Vous pouvez être Exactement. sur la bonne thématique. Si vous n'y êtes pas pile au moment des marchés, c'est que vous avez eu tort. Bon, je sais pas, je connais pas le timing d'investissement de vos parents. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Grégory Raymond, The Big Whale, régulièrement à nos côtés, rédacteur en chef. Et merci aussi à vous. C'était votre première sur le plateau de BFM Business. Bravo. Merci pour l'invitation. On espère vous revoir très bientôt. Vous avez été extrêmement convaincant. Donc la conversion à venir peut-être davantage des CGP et donc de leurs clients à ce monde des cryptos. Laurent Ovion nous accompagnait. Merci de nous avoir rejoints.